26 mai 1941 dans l'Atlantique Nord. Voilà 8 jours que le plus puissant des navires allemands, le Bismarck, est en mer. Il a déjà fait subir de lourdes pertes chez son ennemi anglais. Mais ce jour-là, touché dans son gouvernail par une torpille, le cuirassé nazi est en péril. Là, le bateau se met à tourner sur lui-même. Sa structure fragilisée, le Bismarck est sur le point de sombrer. Le bateau est extrêmement vulnérable et le moral des Allemands plonge. Ils savent qu'ils sont condamnés. Le Bismarck est donc un navire errant au milieu de l'Atlantique, impossible à gouverner. À partir de là, le navire est perdu. Pour comprendre comment ce navire taillé pour la guerre a pu connaître une telle situation, il faut revenir 3 semaines plus tôt. Printemps 1941. Nous sommes à Hambourg, sur l'un des plus grands chantiers navals d'Europe. Aujourd'hui, un client très particulier fait la visite de sa toute dernière commande. Ce client, c'est lui, Adolf Hitler. Et l'objet de sa visite, c'est le cuirassé Bismarck. Le 5 mai 1941, Hitler vient visiter le cuirassé Bismarck, dont la construction vient d'être terminée. C'est bien sûr de la propagande. Le but est de souligner l'importance de la marine de guerre. Le Führer souhaite que ses armées soient aussi efficaces à terre qu'en mer. Il s'est donc offert un bateau de guerre colossal. Le Bismarck est le plus grand des cuirassés jamais construit par l'Allemagne. Long de 251 mètres et large de 36 mètres, c'est une ville flottante pouvant accueillir 2500 hommes. Hitler, lui, il aime tout ce qui est colossal et là, il est enchanté de tout ce qu'il voit. Il voit des gens qui sont tous des spécialistes, qui lui expliquent comment ça marche. Il comprend probablement pas grand-chose, mais ça fait rien. Il est ébloui par ce qu'il voit. Éric Grove est historien, spécialiste de la marine de guerre. Hitler vient en personne sur le Bismarck. Ce n'est pas anodin. C'est un passionné de la marine. Il aime les gros navires, il en connaît le prestige. Ça lui plaît d'aller à bord de son plus grand navire de guerre. L'inauguration est fastueuse. En mer, le Bismarck sera le symbole de la puissance nazie. On en parle évidemment partout, dans les journaux, dans les actualités au cinéma. Il y a une relation étroite entre l'idéologie nazie et ce genre de bateau, qui était bien un symbole. Le message était « Nous sommes les plus grands, les plus forts, ceux qui écrasent tout, les invincibles ». On a également propagé le mythe que ce bateau était insubmersible. Et chose incroyable, jusqu'à maintenant, ce monstre des mers a été construit dans la plus grande discrétion. Tout a été fait en secret. Et au fur et à mesure de sa construction, ils n'ont cessé d'augmenter la taille des armes et d'épaissir le blindage. À bord, un armement de pointe. La machine à tuer dispose de 4 tourelles doubles de canons de 380 mm. Chaque fût de ces canons pèse 12 tonnes et demie et propulse des obus d'1 tonne jusqu'à 30 km. De plus,
Malgré sa taille colossale, le Bismarck est capable d'atteindre 30 nœuds, soit plus de 56 km/h. Pour des bâtiments aussi importants, c'est le maximum qui existait à ce moment-là. Et si Hitler a voulu s'offrir ce navire ultra puissant, c'est qu'il le destine à être le bras armé d'une opération de grande envergure. L'opération Rheinübung. Une mission à l'objectif aussi simple que machiavélique. Le but de l'opération Rheinübung est de s'attaquer à l'Angleterre et ainsi d'achever la conquête de l'Europe. Pour assouvir son dessein guerrier, Adolf Hitler choisit d'agir sur la mer et de s'attaquer non pas aux puissants navires de guerre anglais, mais à des engins bien plus faibles. Le cuirassé Bismarck est construit dans l'objectif de couler des bateaux de commerce britanniques avec un objectif simple, c'est conduire l'ennemi à la famine, tout simplement. Et affamer l'Angleterre, ça consiste à lui couper ses routes de ravitaillement. Nous ne sommes pas autosuffisants en nourriture. On doit tout importer. On a besoin de pétrole, de munitions, d'avions, et tout est fabriqué aux États-Unis. Et la mission du Bismarck, c'est d'abord de couler les vieux cuirassés que les Anglais utilisent pour escorter les convois, puis de couler ces convois. Sans eux, la Grande-Bretagne finira par être mise hors jeu, ce qui laissera l'Europe sous le contrôle total d'Hitler. Avec le Bismarck, Hitler est sûr de son opération. Mais aussi moderne soit-elle, sa nouvelle arme va très vite montrer des défaillances qui lui seront fatales. « 18 mai 1941. L'opération Rheinübung débute officiellement. C'est le grand départ pour le Bismarck. À sa tête, l'état-major allemand a sélectionné la fine fleur de la marine de guerre. Günther Lutyens, 52 ans, officier naval de grande expérience, il dirige la flotte constituée du Bismarck et d'un autre bateau de guerre, le croiseur lourd Prinz Eugen. L'amiral Günther Lutyens est un officier très intelligent et aussi un officier ambitieux. Il n'aurait pas pu choisir meilleur officier pour diriger l'opération. C'est l'un des amiraux les plus talentueux sur le terrain. Le capitaine de vaisseau Ernst Lindemann commande le Bismarck. Il a 47 ans et lui aussi a une longue carrière d'officier de marine. Il règne sur les 88 canons du cuirassé et sur un équipage de plus de 2000 marins. Dieter Heitmann est le président de l'amicale des vétérans du Bismarck. Servir sur le Bismarck, ça veut dire « je suis quelqu'un d'exceptionnel ». Beaucoup de marins de l'équipage sont très jeunes. Ils sont imprégnés des idées du national-socialisme. Ils sont prêts à offrir leur vie au Führer. Dimanche 18 mai 1941. Il est 2 h du matin quand le Bismarck appareille. Suivi du Prinz Eugen, le cuirassé s'avance discrètement dans la nuit. Entre la Suède neutre mais qui accueille sur son sol des espions alliés et le Danemark occupé par l'Allemagne. Son but, ne pas se faire repérer par les Alliés. Mais cela n'a rien de simple. Sortir hors de la Baltique est toujours délicat, comme d'y entrer d'ailleurs, car le détroit par lequel il faut passer est assez étroit. Donc si le bateau est repéré, il est certain que la nouvelle arrivera vite aux oreilles des Anglais. Premier défaut du cuirassé, sa taille, trop imposante. Difficile pour lui de s'effacer même dans l'obscurité. Il est donc très vite remarqué.
Angus Konstam est historien. Il a reconstitué les premières heures de navigation du Bismarck. Le 20 mai, vers 1 heure, le croiseur suédois Gotland voit la flotte allemande venir dans sa direction. Les marins suédois envoient un rapport à Stockholm. Rapport qui parvient entre les mains de l'attaché militaire britannique en poste en Suède. À son tour, il en informe son état-major. Dans l'après-midi, un message radio est envoyé à Londres, informant l'amirauté que les Allemands sont en mer. Les Allemands ont une grande confiance dans leur capacité à maintenir leurs opérations secrètes. Et ils ne savent pas que les Anglais ont une longueur d'avance dans leur renseignement. La flotte allemande poursuit donc sa route à travers les fjords norvégiens, sans savoir qu'elle court à sa perte. « 21 mai au matin, 3 jours après le début de l'opération. Le Bismarck et le Prinz Eugen sont amarrés à Bergen, dans la Norvège nazie, pour remplir leur cuve de mazout. Dans le ciel au-dessus d'eux, un bruit de moteur. C'est un avion anglais, un Spitfire. Un avion de la RAF qu'on a envoyé observer les côtes norvèges va repérer les 2 bâtiments au large de Bergen. À son bord, un officier chargé de rapporter des preuves de la présence des Allemands. L'officier prend des photographies de navires de guerre au mouillage. Ces photographies sont envoyées à Londres pour être développées. Cette photo du Bismarck et du Prinz Eugen est la confirmation incontestable du danger à venir pour les Alliés. Ils doivent réagir. Plus de doute, c'est le Bismarck. Ça ne peut pas être autre chose. Cela signifie que les Allemands sont probablement en route vers l'Atlantique. La marine royale sait qu'ils vont quelque part. Ils vont certainement dans l'Atlantique. Il faut les arrêter. C'est donc un moment décisif. Victime de son gigantisme, le Bismarck devra faire face à une flotte anglaise en état d'alerte. C'est le début d'un affrontement qui va causer sa perte. À la tête de la Home Fleet, la marine britannique, l'amiral John Tovey. Sa mission, stopper le Bismarck avant qu'il n'atteigne les portes de l'Atlantique. Mais pour cela, encore faut-il savoir quelle route le cuirassé nazi compte emprunter. Le dilemme, c'est qu'il faut qu'il envoie les bons bâtiments au bon endroit. Et trouver un bâtiment qui fonce à 30 nœuds dans des espaces comme l'océan Atlantique, c'est extrêmement difficile. L'amiral Tovey envoie donc ses vaisseaux de guerre contre le Bismarck entre l'Islande et l'Écosse. Pour le combattre, le cuirassé Prince of Wales est l'orgueil de la flotte britannique, le Hood. Surnommé le Mighty Hood, le puissant, il est invaincu depuis 20 ans. Le 23 mai, les 2 navires sont en embuscade entre l'Islande et l'Écosse, prêts à en découdre. Pour les Anglais, il est très clair qu'ils sont lancés à la poursuite du Bismarck. Ils vont arrêter le Bismarck. Le Bismarck n'est plus qu'à quelques heures des portes de l'Atlantique. Apparemment, rien ne peut l'arrêter. « 19h22. À bord du cuirassé allemand, l'alarme retentit. La silhouette d'un navire anglais, le Suffolk, est repérée à bâbord. Le Bismarck va ouvrir le feu. Il manque sa cible, par 4 fois. Et non seulement ses tirs sont inefficaces,
mais en plus, ils ne sont pas sans conséquences pour le Bismarck. La puissance de feu du géant est telle qu'elle affaiblit sa structure. C'est des canons qui sont énormes, qui tirent des charges de poudre énormes. Hein, et, on envoie un obus d'1 tonne. Et à partir de là, il y a des vibrations terribles dans tout le navire. Et l'antenne radar qui est formée dans un cadre ne tient pas le coup. Donc le Bismarck n'a plus de radar. Le radar avant est hors service, ce qui veut dire que c'est au Prinz Eugen de mener. Trop imposant, trop puissant. Le Bismarck est victime de sa propre technologie. Sans radar sur le pont supérieur, il part avec un sérieux handicap qui va le mener à sa perte. Ceci aura un impact déterminant sur la bataille à venir. Il se réfugie donc derrière le croiseur Prinz Eugen. Un échange invisible aux yeux des Anglais. Les Allemands ont fait en sorte que leurs bateaux se ressemblent. Ils leur ont donné des proues similaires et ils ont les mêmes cheminées. La flotte britannique, menée par le Hood, n'est plus qu'à quelques encablures des navires allemands. C'est un combat de titans qui s'annonce. Le 24 mai, à l'aube. C'est le début des hostilités, et ce que les Britanniques ignorent, c'est qu'ils se trompent de cible. Les Britanniques pensent tout naturellement que le premier navire est le cuirassé. Donc l'ordre est donné de lui tirer dessus. Sauf que le Hood tire sur le Prinz Eugen, pas sur le Bismarck. Cette erreur se révèle être fatale, car elle donne au Bismarck la possibilité et le temps de réagir à cette attaque et surtout de réduire la distance entre les belligérants. Ce rapprochement donne le temps au Bismarck d'ajuster ses canons contre le navire le plus puissant des Anglais, le Hood. Les Allemands appliquent alors une technique bien connue des stratèges militaires, le barrage du T. Lorsque les deux escadres arrivent au contact, les Anglais sont dans une très très mauvaise position. Les navires britanniques sont disposés en ligne, comme c'est habituel, et les navires allemands se présentent perpendiculairement à cette ligne britannique. On appelle cela le barrage du T. Ils se présentent comme ça. Donc tous leurs canons sont utilisables, alors que l'escadre anglaise, il n'y a que les canons de l'avant, du Hood, qui peuvent être utilisés. Le Prince of Wales, lui, ne peut pas tirer puisqu'il est masqué par le Hood. Les Allemands sont dans une situation très favorable puisqu'ils peuvent faire feu avec toute la force de leurs canons sur la ligne britannique. À 5h52, les bateaux anglais ouvrent le feu sur les Allemands. Cette fois, c'est la bonne cible qui est visée. Mais le cuirassé allemand Bismarck bénéficie d'un blindage à l'acier particulièrement épais et résistant. Là où le Bismarck est avantagé, c'est qu'il est plus lourdement blindé. Donc il peut encaisser plus de tirs d'obus que le Hood. Cela fait maintenant 5 minutes que le Bismarck est attaqué par la flotte anglaise. Et malgré sa puissance, il ne riposte pas. Jan Witt est spécialiste de la marine allemande. Comme il l'explique, si le Bismarck ne réagit pas, c'est qu'à bord, il y a un désaccord profond entre deux hommes. À bord, il y a une dispute entre l'amiral Lutyens, qui est le chef de la flotte, et le capitaine Lindemann, qui en tant que spécialiste d'artillerie, veut riposter sans tarder. Lutyens hésite. Et finalement, c'est Lindemann qui donne l'ordre d'ouvrir le feu. Il aurait dit
Je ne tolère pas qu'on attaque mon bateau sous le cul. Alors, il donne l'ordre de riposter. Alors il vise le Hood avec ses canons. Le Bismarck tire 3 salves. Et puis à 5h59, il en tire 3 de plus et de plus en plus vite. Une toutes les 30 secondes. Bismarck a ouvert un feu extrêmement précis. Donc c'est une pluie d'obus, à ce moment-là, qui est arrivée sur le Hood. Ce feu nourri ne dure que 5 petites minutes. Un obus transperce le pont supérieur au-dessus d'une soute à munitions. L'obus provoque alors une explosion qui se propage à toutes les autres soutes à munitions du navire. Tout explose. Il y a une fumée qui monte à 300 mètres. Ensuite, une fraction de seconde plus tard, tout le navire explose, se disloque. L'arrière pratiquement se détachait du bâtiment et l'avant s'enfonçait d'un seul coup. Et on a vu apparaître une colonne de fumée massive, et quand la fumée s'est dissipée, le Hood avait disparu. En un seul coup, le fleuron de la Royal Navy est détruit. Le Hood se casse en deux et sombre très rapidement, emportant avec lui la presque totalité de son équipage. C'est une tragédie humaine. 1412 hommes périssent lors de l'explosion. On ne retrouvera que 3 survivants, un midship, c'est-à-dire un aspirant, et 2 matelots. L'autre navire britannique, le Prince of Wales, n'a plus qu'une solution, fuir. Les Allemands ont pris un avantage considérable sur leur adversaire, et maintenant que le Mighty Hood a sombré, tout porte à croire que les Anglais ont déjà perdu. Mais c'est sans compter les faiblesses de conception du Bismarck. Cette fois, c'est un obus qui va tout remettre en question. « 24 mai 1941. La nouvelle de la destruction du Hood fait le tour du monde. Personne ne pouvait imaginer qu'il puisse couler. La première nouvelle qu'ils ont eue, c'est « le Hood est parti ». Mais parti où? Keith Evans est un vétéran du Hood. 2 ans plus tôt, il était encore à bord. Quand il apprend la nouvelle, il s'effondre. Il a été la fierté de l'Empire britannique depuis sa construction en 1920 jusqu'au début de la Seconde Guerre. Je dois dire que, comme j'ai vécu dessus, je me suis mis à pleurer. Je ne pouvais tout simplement pas y croire. Le naufrage du Hood est un choc terrible pour le peuple britannique, mais aussi pour la presse du monde entier. C'est un vrai choc pour la nation. Ils ont vraiment peur. Si le puissant Hood a été détruit, quelle chance avons-nous? Désormais, tout le monde prend conscience du danger que représente le cuirassé nazi, Bismarck. L'adversaire, non seulement a coulé le The Mighty Hood, des bâtiments les plus puissants de la marine britannique, mais en plus, il a réussi sa percée vers les grands espaces de l'Atlantique et il va pouvoir attaquer les convois avec les États-Unis. Par sa simple présence et sans avoir coulé un seul navire marchand, ce bâtiment présente une menace considérable. Churchill saisit immédiatement la mesure du coup qui vient d'être porté à son pays. Il comprend qu'il faut à tout prix stopper les nazis. Rob White est président de l'association des vétérans du Hood.
La réaction de Churchill est simple, ce sont 3 mots, couler le Bismarck. Le Bismarck a coulé le symbole du prestige britannique. Donc le symbole du prestige allemand doit couler lui aussi. Désormais, toute la marine royale dans la région est réquisitionnée. Sa mission, chasser le Bismarck et le couler. La flotte anglaise se lance dans une traque sans pitié. Plus que jamais, le Bismarck est l'ennemi à abattre. Mais alors qu'il poursuit sa route, le monstre nazi perd peu à peu ses forces. Passé la victoire, bien vite, l'équipage du Bismarck déchante. Malgré tout, le Bismarck a lui aussi subi quelques dégâts. Un obus qui n'a pas explosé, mais qui a traversé son étrave. L'étrave, à l'avant du navire, est une partie de la structure plus fragile. En effet, pour ne pas alourdir le bateau et le ralentir, elle n'est pas protégée par la ceinture d'acier. Quand l'obus anglais perce l'étrave, il crée une voie d'eau et compte tenu de la vitesse du navire, 4000 tonnes d'eau de mer, l'équivalent d'une piscine olympique, envahissent des compartiments qui composent la coque du navire. Le Bismarck embarque beaucoup d'eau et une partie des soutes à combustible, à carburant, fuit. À cause de cette voie d'eau, les soutes à mazout avant sont noyées. 1000 tonnes de carburant sont ainsi inutilisables. En outre, l'obus a endommagé des cellules de stockage d'huile. Désormais, le Bismarck laisse dans son sillage une traînée d'hydrocarbures parfaitement repérable. Le problème, c'est qu'en laissant une traînée d'huile derrière lui, sa longue mission en Atlantique est compromise. Privé d'un quart de son mazout, le Bismarck ne tiendra pas assez longtemps pour mener des raids contre les convois de ravitaillement anglais. Donc ça ne permet plus de gagner les grands espaces atlantiques et d'y jouer à cache-cache avec les poursuivants. Lutyens décide alors de contourner les îles britanniques pour atteindre les ports en France qui sont occupés par les Allemands. 6 jours après son lancement, l'opération Rheinübung pour affamer les Anglais est déjà annulée. Le Bismarck perd peu à peu le contrôle. Pour espérer survivre, il n'a plus d'autre choix que de mettre le cap vers les côtes les plus proches, celles de la France occupée. Mais le cuirassé allemand est menacé par une flotte britannique enragée. « 24 mai au matin. Déjà 3 heures que le Bismarck avance, la coque perforée. À bord, l'amiral Lutyens sait qu'il ne pourra plus avancer très longtemps. Une seule solution s'impose, fuir et vite. Pour cela, il ordonne de faire naviguer le Bismarck à plein régime en direction du port de Saint-Nazaire. Malgré l'avarie, le bateau peut encore supporter la vitesse. Et pour éviter la confrontation avec ses poursuivants, les officiers nazis emploient un stratagème. Le Bismarck a effectué une manœuvre qui est très rusée. Il a fait un tour pratiquement complet sur lui-même. Ce qui fait qu'il se trouve derrière les cuirassés anglais lancés à sa poursuite. 25 mai, 4 heures du matin. L'équipage du Bismarck ne le sait pas, mais il a disparu des écrans radars anglais. Personne ne sait où il est, ni où il va. Mais la chance va soudainement changer de camp. Car les Allemands vont commettre une erreur qui va s'avérer fatale pour le Bismarck.
7 heures du matin. Comme à son habitude, Günther Lutyens adresse un long message à son état-major à Berlin pour rapporter les différents événements. Seulement ce message est intercepté par plusieurs postes d'écoute au Royaume-Uni. Et cela va tout faire basculer. Même si à cette époque, on ne peut pas encore décoder le message, on peut connaître au moins la zone et en déduire qu'il y a bien un cuirassé allemand ici. En raison de cette erreur, la zone où se trouve le Bismarck est identifiée. Mais pour attaquer le navire allemand, il faut connaître sa position exacte. Des hydravions sont donc envoyés en reconnaissance par les Anglais. Le matin du 26 mai, un hydravion repère le Bismarck. La position du Bismarck retrouvée, les Anglais peuvent poursuivre le bateau. L'amiral britannique John Tovey, embarqué sur le cuirassé King George V, se rend compte alors que la traque est loin d'être gagnée. Le problème, c'est qu'il est trop loin pour le rattraper. Le Bismarck, naviguant toujours à plein régime, a une avance de 250 km sur les Anglais. Il est bien trop loin pour être intercepté par la mer. Ils agiront donc par les airs. Le 26 mai à 11 h, l'amiral Tovey fait appel au porte-avions Ark Royal qui le rejoint depuis Gibraltar. Son aviation embarquée va peut-être pouvoir ralentir le Bismarck. La chasse est désormais ouverte. Une chasse funeste pour les Allemands. « 26 mai, à 2 h de l'après-midi. Le Bismarck est encore à 14 heures de navigation de la France. Pour les pilotes de l'Ark Royal, le défi est de taille. Localiser puis affronter le bateau de guerre le plus puissant du monde. On oublie souvent combien il est difficile de poursuivre un bateau en mer, seul, dans l'immensité d'un océan comme l'Atlantique. 15 heures. Les pilotes anglais vont commettre une erreur à peine croyable. On a dit aux pilotes, entre l'Ark Royal et le Bismarck, il n'y a rien. Donc le premier bateau, vous verrez, c'est forcément le Bismarck. Quand ils sortent des nuages, la visibilité est très mauvaise. Et soudain, ils voient un navire, justement à l'endroit où les pilotes pensent trouver le Bismarck. Ils foncent dessus et l'attaquent à la torpille. Seulement le navire qu'ils attaquent n'est pas le Bismarck. Et c'est seulement au dernier moment, une fois que les premiers avions lancent leurs torpilles, qu'ils se rendent compte que c'était le Sheffield, leur propre navire, qui suivait le Bismarck avec son radar. Il y en a un ou deux tout de même qui ont réalisé quand même qu'ils étaient en train de tirer sur le bateau qui leur servait à s'entraîner. Par miracle, aucune torpille n'a fonctionné. Le Sheffield n'a pas été touché, l'histoire se termine bien. Sauf que pendant ce temps, le Bismarck fonce toujours en direction de Saint-Nazaire. Le lendemain, il sera protégé par les avions allemands. Donc pour les Anglais, c'est la dernière chance de le toucher. Il est 19h10. Soudain, le Bismarck voit arriver plusieurs avions anglais. Il arme ses 44 canons anti-aériens à la visée particulièrement précise et s'apprête à n'en faire qu'une bouchée. Comble de malchance pour les pilotes anglais, le mauvais temps empêche une attaque coordonnée. Chaque appareil se présente donc seul face au cuirassé nazi, ce qui est très risqué. Pour les avions, c'est
pas bon. C'est pas bon parce que, au lieu de déconcerter les conduites de tir d'artillerie antiaérienne, au contraire, vous permettez une concentration. Donc, effectivement, ils sont chacun accueillis par un tir extrêmement dense. Les vieux avions n'ont apparemment aucune chance de s'en sortir. Mais une fois encore, l'avantage technologique du cuirassé allemand va se retourner contre lui. Le réglage de tir contre des avions est quelque chose de très compliqué. Il faut connaître la vitesse de déplacement de l'objectif. Et justement, l'allure des avions anglais déstabilise les canonniers allemands. Jamais les Allemands n'auraient pu s'attendre à des avions aussi lents et aussi vieux que les Swordfish. C'est pas du tout la vitesse normale de ce genre d'appareil, surtout en position d'attaque. Du coup, les Allemands tirent toujours en avant des avions. Parce que leurs canons sont réglés pour des appareils plus rapides. C'est la raison pour laquelle ces vieux avions, dans cette avalanche de tir, arrivent à passer entre les obus. Les Allemands sont victimes de leur modernité technologique. Conçus pour des avions qui volent haut et vite, les canons du Bismarck sont inadaptés face à de petits avions qui envoient des torpilles sous-marines. Les canons et l'armement du Bismarck sont très modernes. Ils sont conçus pour tirer vers le haut et pour des obus qui arrivent en plongée plutôt que pour une attaque horizontale, quasiment au niveau de la mer. Cette erreur de conception va lui être fatale. Il y a une faille dedans, on ne peut pas baisser suffisamment les canons. Donc le Bismarck est vulnérable à une attaque venant de très près et venant de la mer. Les canons du navire ne peuvent pas être totalement baissés. Donc au mieux, ils tirent quasiment à l'horizontale. Mais les avions peuvent tout à fait passer en dessous. Autrement dit, lorsque le Bismarck est attaqué par des avions volant très bas, il peut difficilement se défendre. À bord du Bismarck, on tente le tout pour le tout. Puisqu'il est impossible de viser les avions, les Allemands décident de les atteindre en visant l'océan. Les pièces de gros calibre vont tirer dans l'eau pour soulever des gerbes d'eau qui font que si un avion a le malheur de traverser une de ces gerbes, il est disloqué. Malgré la pluie d'obus envoyée par le Bismarck, les avions anglais se rapprochent du cuirassé sans difficulté. Le Bismarck se prépare désormais à se faire torpiller. Ils savent que le Bismarck est très bien protégé. Il est vraiment conçu pour être invulnérable aux torpilles, mais un coup de chance peut toujours arriver, et ils espèrent vraiment ce coup de chance. Le Bismarck est la cible d'une flotte aérienne parfaitement rodée. Il y a 3 personnes dans l'équipage. Le pilote, bien sûr, un observateur, la version navale du GPS, et aussi dans ce cas précis, un télégraphiste qui fait aussi torpilleur. Le pilote va voler le plus bas possible. Ce n'est pas lui qui va déclencher le lancement de la torpille, c'est le bombardier. Pour régler la torpille, pour la distance, la vitesse, la distance à parcourir dans l'eau, l'angle de chute, tout cela doit être discuté et calculé très rapidement entre le pilote et l'observateur, quelques secondes seulement avant de lancer la torpille. L'opération est aussi précise que dangereuse. D'autant plus que la nuit va bientôt tomber, sonnant provisoirement l'arrêt du combat. « 20 heures. Le torpillage débute. Face à l'ennemi insaisissable, le Bismarck peut difficilement riposter. Il est en très mauvaise posture, alors il tente le tout pour le tout. Le commandant Lindemann
devant cette attaque à la torpille, a adopté la seule tactique que l'on adopte en pareil cas, c'est-à-dire de faire évoluer le bâtiment avec des coups de barre violents. La tactique classique, c'est de voir où est lâchée la torpille et ensuite de tourner dans sa direction. Ça peut sembler étrange car la proue du bateau est plus vulnérable que son flanc. Mais grâce à cette technique, le Bismarck réussit très bien à éviter les torpilles. À mesure que les minutes passent, le Bismarck a de plus en plus de mal à éviter les torpilles ennemies. Évidemment, plus il y a d'avions, plus il y a de torpilles, plus il est difficile d'y échapper. Jusqu'à cette décision calamiteuse pour le cuirassé allemand. C'est probablement un geste de dernière minute, une décision spontanée car il y a une torpille dans l'eau. Le commandant doit prendre une décision. Il décide de virer de bord. C'est ainsi pendant un combat. La décision peut être la bonne, mais aussi mauvaise. Dans ce cas, l'issue est fatale. 20h55. La dernière torpille est lancée. Pour l'éviter, le capitaine Lindemann fait donner un coup de barre à 15 degrés à bâbord sur le côté gauche. Mais ça ne va pas suffire. Et pendant que le Bismarck est en train de tourner, la torpille frôle la ceinture cuirassée et touche le gouvernail. Un impact qui va atteindre le cuirassé dans son talon d'Achille, dans vraiment sa partie la plus vulnérable. Tout l'arrière du navire est dévasté. Le Bismarck ne peut plus manœuvrer. Le gouvernail est bloqué, le Bismarck est maintenant paralysé. Il ne peut plus avancer qu'en faisant de gigantesques tours sur lui-même. Le Bismarck est donc un navire errant au milieu de l'Atlantique, impossible à gouverner. Il navigue maintenant là où la mer l'emmène, et non pas où son capitaine veut l'emmener. À bord du Bismarck, l'équipage comprend la gravité de la situation. Quand ils apprennent que le gouvernail est bloqué, pour l'amiral Lutyens et le capitaine Lindemann, il est tout à fait clair que le destin du Bismarck est scellé. À partir de là, le navire est perdu. Tous les navires de guerre britanniques rappliquent vers lui. La proie est désormais immobilisée. Il n'y a plus pour les Anglais qu'à couler le Bismarck. L'amiral anglais Tovey et ses cuirassés King George V et Rodney mettent donc cap au sud. Ils ne sont plus qu'à quelques heures de navigation du Bismarck. Ils sont maintenant coincés dans l'Atlantique. Leur vie a soudainement basculé. Les voilà désormais aux portes de la mort. 21h40. Sachant qu'il vit ses derniers instants, Günther Lutyens envoie un ultime message à son état-major. Il va envoyer un message à Berlin, donnant les détails des avaries, disant « le navire est perdu, nous combattrons jusqu'au dernier obus ». Il se prépare à mourir aussi honorablement que possible. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle la marine allemande est assez douée. La nuit est tombée, offrant à l'équipage du Bismarck ses dernières heures de répit. Ils se mettent à vider le bar. Les amiraux leur ont dit « Prenez ce que vous voulez ». Ils savent qu'ils sont promis à la mort. Certains de ne pas pouvoir s'enfuir, mais dans l'impossibilité de se rendre. Quelques heures plus tard, alors que le jour vient de se lever, l'armada britannique s'apprête à livrer bataille. À 8h45, le matin du 27 mai, le Bismarck est repéré par le King George V, qui ouvre immédiatement le feu. C'est un combat très inégal.
le Bismarck ne peut plus manœuvrer. Il commence à riposter, mais très vite, il est touché. Les obus font très peu de dégâts à la ceinture blindée. Mais au-dessus, ils font des ravages sur sa superstructure et sur les tourelles d'artillerie. Ces premiers obus détruisent les appareils modernes qui permettent aux artilleurs allemands de tirer avec précision. Alors qu'il a jusque-là toujours tiré avec une précision extraordinaire, on constate que ces tirs n'ont plus aucune précision et qu'eux arrivent au but. Les navires britanniques s'approchent de plus en plus près. Et à mesure qu'ils s'approchent, la précision de leurs tirs augmente. Les derniers obus qui frappent le Bismarck sont dévastateurs. Deux obus du cuirassé anglais Rodney atteignent le Bismarck à tribord. À 9h31, toutes les pièces du cuirassé allemand se taisent. Le pont supérieur est envahi par les flammes. Le Bismarck reçoit des tirs de toutes parts et en très peu de temps, il n'est plus qu'une épave en feu. Il n'est plus qu'une cible flottante, subissant obus après obus. Les Britanniques, eux, continuent de pilonner le cuirassé qui résiste encore. Pour achever sa proie, Tovey emploie une seconde arme, sous-marine cette fois. La partie sous-marine, c'est le talon d'Achille du cuirassé allemand. Lors de sa construction, les ingénieurs ont doté le Bismarck d'un blindage particulièrement épais pour protéger ses parties vulnérables, comme la salle des machines, les chaudières et la soute à munitions. À une exception près. Le blindage ne se fait pas sous la ligne de flottaison. On blinde tout ce qui se trouve en dessus. En dessous, c'est pas du blindage, c'est du compartimentage pour pouvoir, sur le plan hydrodynamique, supporter l'envahissement par la mer. Un bateau peut supporter plusieurs explosions, mais c'est pas infini, bien sûr. Pour achever le Bismarck, le croiseur lourd Dorsetshire envoie justement ses torpilles dans cette partie plus fragile de la coque, sous la ligne de flottaison. À 10h45, le Bismarck commence à couler. Il coule d'abord lourdement sur un côté. L'amiral Lutyens et le capitaine Lindemann sont morts. Ils ont été tués sur le pont quand il a sauté. Donc c'est le commandant Hawes qui les remplace. Il donne un ultime ordre tragique. Le commandant Hawes demande d'ouvrir les vannes pour laisser l'eau de mer entrer. Les Allemands commencent à saborder leurs propres navires. À 10h45, le Bismarck se met à couler. La première et dernière mission du Bismarck n'aura duré qu'une semaine. Après le naufrage du bateau, il y a environ 300 personnes qui se retrouvent à l'eau, car elles ont réussi d'une façon ou d'une autre à quitter le navire. Selon la coutume, les Britanniques commencent à sauver les survivants. C'est une vieille habitude qui fait qu'un ennemi battu n'est alors plus considéré comme un ennemi, mais comme un naufragé qui doit être sauvé. Les marins rescapés seront faits prisonniers. Mais alors que le sauvetage est en cours, les Anglais voient un nouveau danger se profiler. Lorsque les Anglais approchent pour remonter les survivants, car le Dorsetshire avait commencé à secourir les marins, d'un coup, ils voient un périscope. Après avoir sauvé une centaine d'hommes, le sauvetage doit être interrompu, car il y a une alerte sous-marin en vue. Ce qui est tragique, c'est qu'il n'y avait pas de sous-marin allemand dans ce secteur. Il s'agissait d'une fausse alerte qui a coûté la vie à des centaines de marins allemands. Sur 2200 hommes, il y a seulement 115 survivants. Il y a des hommes qu'on a laissés se noyer à la surface, dans une eau à 13 degrés.
Pour les Anglais, c'est un soulagement énorme. Le Bismarck, la machine à tuer d'Hitler, est envoyé par le fond. Le Bismarck était un navire très bien conçu. Mais en dépit de la propagande allemande, il n'était pas invulnérable. La destruction de ce navire est capitale pour les Alliés. Le Bismarck aurait certainement joué un rôle clé dans cette partie du monde s'il n'avait pas été poursuivi, localisé et coulé. Le Bismarck et le Hood au fond de l'Atlantique, cette traque marque la fin de la suprématie des grands cuirassés. Rétrospectivement, on peut penser que ces grands cuirassés n'avaient pas d'avenir dans la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les Anglais ont les moyens d'utiliser des avions pour faire la guerre sur la mer, ce que les Allemands n'ont pas. Et maintenant, les batailles navales se gagnent avant tout dans les airs. C'est un avion qui localise le Bismarck au bon endroit. Et c'est encore un avion, le Swordfish, qui lance la torpille décisive, celle qui détruit le gouvernail et bloque ainsi le navire. Il ne pourra plus jamais être manœuvré. C'est la première fois qu'un navire aussi important que le Bismarck est attaqué par un avion, disons, en papier, qui en plus lui envoie une torpille pile dans le gouvernail. Un demi-siècle plus tard, l'épave du Bismarck est retrouvée à 650 km à l'ouest de Brest. Elle repose à une profondeur de 4800 mètres, la hauteur du Mont Blanc. Dieter Heitmann a pu l'approcher au cours d'une expédition. Quand nous avons longé le bateau et que nous sommes montés au-dessus des superstructures, on a vu beaucoup d'impacts, des traces de feu, des trous énormes. Au poste de commandement, il y avait une longue déchirure, probablement due à un obus du King George V. Am Gefechtsstand hat eine vermutlich große Granate von der King George V. Ce n'est que bien plus tard, en y réfléchissant, qu'on se rend compte que ce qui s'est passé là-bas était épouvantable. Quand on voit ces trous énormes et les traces du feu, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y avait des marins qui ont vécu, travaillé, qui ont souffert et qui sont morts. Les grands navires de guerre se sont éteints, mais uniquement parce qu'ils ont été remplacés par des armes plus terrifiantes. La tragique odyssée du Bismarck nous rappelle pour toujours un monde devenu hors de contrôle.